Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue aux rencontres Ciel et Espace 2024, week-end du 11 novembre 2024, donc il se tenait à la Cité des Sciences et de l'Industrie, porte de la Villette à Paris. Beaucoup de choses à voir cette année, beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de stands aussi, et cette année j'ai donc décidé de passer dans chacun des stands pour interviewer dès que c'était possible finalement les présentateurs, les exposants, pour vous présenter leurs produits et tout ce qu'ils peuvent vous proposer. Il y avait aussi également des écoles, il y avait des associations, etc. Vraiment plein de propositions. Donc je vous propose aujourd'hui de voir la suite des différents stands, des exposants, des produits. Vous allez voir, il y a vraiment plein de choses passionnantes et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Bonjour Mathieu, nous sommes donc en rencontre Ciel et Espace et vous êtes ici pour représenter le réseau professionnel des planétariums francophones. Oui, c'est l'association des planétariums de langue française, l'APLF. Donc cette association, à quoi sert-elle en fait? Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce que vous venez fédérer et accompagner les différents planétariums? Voilà, l'APLF est une association qui fédère les planétariums de langue française, pas planétariums français, mais francophones. Donc des planétariums qui sont en France, des planétariums qui peuvent être en Belgique, en Suisse, en Italie, au Canada, et qui ont des séances en langue française. Donc on fédère, c'est un réseau professionnel qui permet à ces planétariums de se rencontrer, d'échanger, par l'intermédiaire d'un colloque qui a lieu annuellement dans une des structures, par l'intermédiaire d'une revue qui est éditée par l'association et par l'échange des membres. Alors par les membres existants, mais aussi par soutenir les projets de planétarium qui peuvent exister. Quelqu'un qui aurait un planétarium, qui voudrait créer un planétarium, eh bien l'association peut l'aider en fait dans son projet. Donc concrètement, des planétariums comme la Coupole d'Elfaux dans le nord de la France, comme le planétarium ici à la Villette, ou comme des clubs, vous êtes en contact avec ces différents planétariums pour les partages d'expériences? Oui, tout à fait. Certains des planétariums français sont membres de l'association. Et en tant que membre de l'association, ils peuvent venir au colloque. Alors, même si on n'est pas membre, on peut aussi venir. Donc, ils peuvent venir, échanger. Ils peuvent apparaître dans la revue, sur le site internet que vous avez ici. Et donc, faire partie de ce réseau, échanger les uns les autres. Alors, typiquement, des clubs d'astronomie, par exemple, aussi. Alors, à partir du moment où vous avez un planétarium. Voilà, non, mais un club d'astronomie qui voudrait se lancer dans la réalisation d'un planétarium, par exemple. Ça fait partie des missions de l'association de soutenir les projets. Donc, si vous avez un projet de planétarium, que ce soit un projet de planétarium fixe ou un projet de planétarium itinérant, vous pouvez, pour vous aider dans vos projets, faire appel à l'association. Alors, par exemple, j'ai rencontré un club d'astronomie cet été. Ils avaient bricolé avec un vidéoprojecteur et avec une espèce de renvoi coudé et un objectif Samyang 14 mm, je crois, pour pouvoir projeter justement l'image dans une demi-sphère. Typiquement, là, tout le matériel technique et les plans, par exemple, des pièces à faire devant le vidéoprojecteur. Là, vous avez, par exemple, des plans et tout ça pour pouvoir aider les clubs à les réaliser. Nous, on n'est pas technicien. L'idée, c'est encore une fois, c'est un réseau. L'idée, c'est de mettre un réseau, de permettre à ces gens qui ont des questions, de leur permettre de trouver les personnes qui ont les réponses à ces questions. On n'est pas, nous, constructeurs de planétarium. Il y a des constructeurs de planétarium pour ce qu'on appelle les grands fixes, mais pour les planétariums itinérants, effectivement, il y a des gens qui font leur propre planétarium. Et nous, notre mission, ça va être de remettre en réseau, c'est-à-dire quelqu'un qui pose une question, de l'amener vers des personnes qui connaissent, qui ont déjà fait ce genre de choses. Mais en nous-mêmes, on n'a pas les plans, on n'est pas là. L'association n'a pas pour but d'être un concepteur. On n'est pas non plus. L'association n'a pas de personnes qui travaillent pour elle. Alors, encore une fois, c'est vraiment un réseau. L'idée, c'est de mettre en réseau les gens, de pouvoir les aider, par exemple, quand il y a des démarches administratives, leur dire, les aider dans ce qui pourrait être ces démarches, mais pas de faire les démarches à leur place, ni techniquement d'installer leur planétarium. C'est de mettre en réseau. Oui, ça je comprenais bien. Et dans un planétarium,
on peut ne pas seulement projeter les étoiles avec Stellarium, on peut projeter d'autres choses, d'autres contenus pédagogiques. Et là aussi, vous pouvez accompagner aussi les clubs de voir s'il n'y a pas d'autres projets pédagogiques qui peuvent être faits avec l'outil Planétarium. Tout à fait, et c'est un des buts du colloque qui a lieu annuellement, c'est un des buts de la revue, c'est-à-dire que chaque membre peut parler de ce qu'il fait et donc de pouvoir évoquer ses expériences, et donc les autres membres, en rencontrant ces expériences, eh bien, peuvent en fait se dire c'est peut-être une bonne idée ce qui a été fait par ces personnes-là, et donc je vais aller les contacter. Alors ça, c'est sous le dôme, et c'est aussi en dehors du dôme, parce que vous avez des structures qui ont un planétarium, mais qui vont faire des animations en dehors du dôme, qui vont faire des ateliers, par exemple un atelier fusée à eau. Alors nous, on fait pas d'atelier, par exemple la PLF qui ne fait pas d'atelier, mais ça va permettre de mettre en commun, en communication, des gens qui ont des idées différentes et de participer à des projets entre les deux. Donc vous éditez une revue? Oui, tout à fait, je vais vous la montrer. Voici, c'est la revue 2024. Voilà, une revue par an. Une revue par an, tout à fait. D'accord. C'est écrit petit, il y a beaucoup de choses dedans. Oui. Alors vous avez à la fois une belle mise en page en tout cas. Vous avez à la fois de la science, de l'actualité scientifique. Vous avez de l'actualité des planétariums, la vie des planétariums. Vous avez l'actualité des constructeurs de planétarium. Vous avez éventuellement des questionnements techniques qui ont été faits par des personnes. C'est l'actualité du réseau en fait. D'accord. Et vous faites un colloque par an? Un colloque par an, voilà. Et qui se situe quoi, en région parisienne? Non, c'est dans une structure différente. Cette année, c'était à Strasbourg. D'accord. L'année dernière, c'était à Saint-Michel, l'Observatoire, au centre d'astronomie. Donc ça permet de découvrir aussi justement ce que fait tel ou tel club ou association. L'année prochaine, par exemple, c'est à Genk, en Belgique. D'accord. Et donc, ça sera l'occasion pour les membres de l'association d'aller découvrir en fait cette structure et ce planétarium, ceux qui font là-bas, mais aussi d'échanger avec tous les gens. C'est le principe d'un colloque, vous avez des présentations officielles, un peu ici comme au RCE, et puis vous avez les contacts entre les personnes, les rencontres, les échanges. C'est ça qui fait en fait le réseau. Nickel. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? On tape APLF sur Internet, et vous avez un site Internet. Vous avez le site Internet, aplf-planétarium.org, on le mettra dans la description. Et vous avez l'adresse qui est ici. Et donc là, vous pouvez contacter l'association, vous répondre. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. Et puis, vous pouvez contacter Mathieu et l'association par le lien dans la description. Ok, alors nous sommes maintenant avec la Société astronomique de France et quelques membres bien impliqués dans la Société astronomique de France. Alexandre, vous êtes membre de la commission des jeunes, mais aussi des relations internationales, c'est ça? Exactement. J'en suis le vice-président des deux commissions d'ailleurs. Et voilà. Et donc, la Société astronomique de France, pour ceux qui ne connaissent pas, alors que c'est pourtant un logo et un nom qui est connu, mais qui ne connaissent pas, comment on pourrait résumer la SAF? Ça fait combien de temps que ça existe? Qui l'a fondée? Et qu'est-ce que propose la SAF aujourd'hui? C'est ça. Alors la Société astronomique de France, qu'on abrège SAF, c'est une association qui résonne un peu dans le cœur de tout astronome amateur parce que justement, ça fait 130 ans qu'elle a été créée, un peu plus même. Elle a été créée en 1887 par Camille Flammarion. Et donc cette société, à l'époque, était une société savante, comme il en existait plein d'autres en biologie, en géologie, etc. Elle avait pour but de conserver le savoir astronomique, mais aussi le diffuser et réunir les astronomes amateurs et les astronomes professionnels autour de cette passion commune. Et notamment, donc, de nos jours, la SAF elle va s'articuler autour d'énormément d'actions différentes, autant les relations entre professionnels et amateurs en astronomie, mais aussi des conférences, des cours. Elle va aussi donner des ateliers. On va parler d'un atelier d'optique, on va parler vraiment de coordination à l'échelle internationale. Vraiment, la SAF maintenant, elle va s'impliquer dans tous les domaines de l'astronomie pour faire jouer son réseau et pour essayer de faciliter la création de savoir, la diffusion de savoir en astronomie. Ok, la SAF, vous n'êtes pas basé seulement qu'à Paris? Du tout. Alors le siège est à Paris, mais moi par exemple je suis de Lyon, donc voilà, même s'il y a le TGV, je n'y vais pas tout le temps à Paris, loin de là, j'y vais au maximum une fois par an. Et donc vraiment tout se fait quasi par visio de nos jours. Donc on peut vraiment suivre quasi tous les cours et toutes les conférences, etc. Par visio, ce qui permet aussi d'inclure tout le monde. Et moi, j'ai jamais ressenti un éloignement particulier de Paris. Ok, merci. On va continuer avec Patrick. Patrick, vous êtes membre de la commission des étoiles doubles. Oui. Alors, les étoiles doubles, pourquoi observer les étoiles doubles? Eh bien, parce qu'il y a énormément de choses à voir avec les étoiles doubles. La plupart des étoiles sont doubles.
plus de 50%. Et les étoiles, quand elles sont doubles, quand on en voit deux, on peut les voir orbiter l'une autour de l'autre. Mais il y a également encore plus passionnant que ça, il y a des étoiles qui sont tellement proches l'une de l'autre qu'on ne distingue qu'un seul point lumineux, mais en étudiant bien la lumière de ce point lumineux, en étudiant les variations de luminosité, on s'aperçoit qu'une des deux étoiles passe devant l'autre et on peut observer des éclipses. Et il y a plusieurs dizaines d'éclipses chaque nuit qui sont à la portée des amateurs, des astronomes amateurs, qui peuvent être observés. Alors pour le plaisir d'observer des éclipses et également pour le plaisir de contribuer à la science, parce qu'au sein de la SAF, dans notre commission, mais comme dans toutes les commissions, on met en relation les astronomes amateurs avec les astronomes professionnels. Et on a des professionnels qui nous expliquent comment fonctionne l'astrophysique des étoiles, des professionnels qui nous demandent d'observer telle ou telle étoile binaire parce qu'elles ont un intérêt pour la recherche. Les chercheurs se bagarrant tellement pour obtenir des heures de télescope, quand leur sujet d'étude le permet, eh bien, ils n'hésitent pas à demander aux amateurs d'observer pour leur compte. Et pour nous, c'est un réel plaisir que de pouvoir rencontrer des professionnels qui nous apprennent évidemment toute la richesse de l'astrophysique. Et nous, on peut modestement contribuer avec des observations pour pouvoir leur donner des données. En plus, on réunit des amateurs qui sont intéressés par les mêmes sujets, par les étoiles binaires. On pratique l'entraide pour se donner des tuyaux, pour observer, pour pouvoir avoir des observations de meilleure qualité. Et puis on peut également, on associe beaucoup de gens qui sont intéressés tout simplement par la théorie de l'astrophysique. Et on peut, avec des gens comme Daniel par exemple, on est très content de pouvoir assister à ses cours et assister à ses conférences où il nous explique toutes les particularités des étoiles. Et c'est quand elles sont doubles qu'elles peuvent révéler tout un tas de particularités où on peut déceler leur masse, leur diamètre, leur température, mieux connaître la naissance, la vie et puis la disparition des étoiles. C'est un méchant mot qu'on dit employé dans le temps et de moins en moins, la duplicité. C'est en fait la binarité des étoiles qui permet d'en révéler toute la richesse, même pour les amateurs. Et surtout qu'en plus de ça, ce sont des observations faisables en ville. Alors oui, on peut aussi faire des observations en ville. On peut, par exemple, on a un observatoire dans la coupole de la Sorbonne. Et à la Sorbonne, on peut observer des étoiles doubles, des étoiles multiples, comme Castor par exemple, qui est une étoile sextuple. Et on peut, à l'observatoire de la Sorbonne, visuellement, à l'oculaire, découvrir, au fur et à mesure qu'on grossit l'image, on voit se dévoiler les différentes composantes de cette étoile Castor. Et on a même pu, avec les étudiants de l'IPSA, faire des observations d'étoiles doubles en plein cœur de Paris, qui ont donné lieu à des publications scientifiques. Alors sans transition, on va continuer avec Daniel. Daniel, vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Voilà. Et aussi membre de la SAF. Je suis membre de la SAF. Alors justement, la SAF, c'est une des rares, depuis le début, depuis Camille Flammarion, c'est une des rares sociétés dans lesquelles il y a à la fois des amateurs et des professionnels. Et chacun, et cette conjonction est extrêmement fructueuse. Vraiment. Parce que justement, comme on peut expliquer, alors là ce que je fais pour les étoiles doubles, c'est expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière quand les amateurs observent, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi c'est intéressant du point de vue astrophysique, quelles sont les dernières découvertes sur les étoiles doubles, et en particulier les étoiles doubles sont extrêmement importantes parce que, elles sont, sans les étoiles doubles, on ne connaîtrait pas la taille des étoiles, on ne connaîtrait pas la masse des étoiles, on ne connaîtrait pas, et alors maintenant, il y a les dernières découvertes, par exemple l'accélération de l'expansion de l'univers qui n'est pas expliquée, on a fait les études à partir d'un certain type de supernova qui est à partir d'étoiles doubles. Et alors, donc pourquoi l'expansion de l'univers est accélérée, ça c'est les cosmologistes derrière qui essayent de comprendre pourquoi, et jusqu'à présent ça ne marche pas. Eh bien, c'est grâce aux étoiles doubles qu'on sait ça. Bon, une dernière découverte très importante aussi, qui sont les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, on les obtient quand il y a deux trous noirs qui se rencontrent. Hein. Évidemment, ils ne se rencontrent pas en douceur. Et voilà. C'est le moins qu'on en puisse dire. Et à l'origine, ils ont des masses équivalentes à des masses d'étoiles. Donc on pense que c'est des étoiles doubles massives
qui sont devenus trous noirs à la fin de leur existence et qui se rendent compte, et c'est ça qui a donné naissance, c'est ça qui donne naissance aux ondes gravitationnelles, et il est absolument fondamental d'expliquer pourquoi et dans quelles circonstances on peut avoir ça pour avoir des ondes gravitationnelles. Donc les étoiles doubles actuellement sont vraiment à la base d'une quantité de découvertes en astronomie extrêmement importante. Donc c'est effectivement très intéressant. Et puis aussi, je crois, il y a quand même beaucoup d'astronomes amateurs. On est beaucoup à observer le ciel, mais pas forcément à strictement comprendre toute la richesse qu'il y a dans nos images. Absolument. Et je crois que vous donnez aussi des cours et des conférences au sein de la SAF pour aider à comprendre justement des bases d'astrophysique. Ce n'est pas des concepts comme ça complètement illuminés, mais il y a vraiment quelque chose de concret derrière que vous expliquez. Alors moi, les cours que je donne à la SAF, déjà depuis longtemps, puis je change de sujet tous les ans. Et alors maintenant, ça a un petit peu changé parce que maintenant, c'est avec Zoom aussi. Alors d'un côté, c'est bien parce que j'ai des gens de province, puis d'un autre côté, j'ai moins de personnes devant moi et on a besoin quand même d'avoir un retour et de se rendre compte que ça marche, que les gens aiment ça, etc. Bon, mais enfin, les gens qui viennent, c'est encore les plus mordus, hein, c'est très chouette. Mais mon idée, c'est pour les gens qui commencent, qui n'ont aucune notion d'astronomie, qui ont envie justement d'être amateurs en astronomie, et c'est important de leur donner les bases. Et puis j'essaye de faire des cours qui soient attractifs, et puis et en partant du principe que de toute façon il n'y a pas de questions idiotes. Hein. Voilà. Et quand les gens ne comprennent pas, ils disent, et puis t'as oublié d'expliquer ça, oui c'est vrai, bon voilà. Donc c'est très important. Voilà. Et ça marche très bien, et j'aime beaucoup. On va continuer avec Laurent. Laurent, vous êtes président de la commission des instruments. Qu'est-ce que vous proposez à la commission des instruments? Je crois que c'est quand même assez inédit et en tout cas, ça a toute une histoire. Ça touche une histoire puisque depuis l'époque de Camille Flammarion, la commission existe et il ne peut pas y avoir d'observation si on n'a pas d'instrument. Donc on enseigne l'art de polir et surtout de paraboliser un miroir à un amateur. Donc on fait ça à l'atelier d'optique de la Sorbonne. Donc à l'atelier d'optique, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir faire des miroirs, on va dire de 200 à 400 mm de diamètre à peu près. C'est ça. Avec plusieurs amateurs chevronnés dans ce travail-là pour vous donner toutes les petites astuces pour pouvoir corriger éventuellement des défauts au fur et à mesure du travail. Oui, on fait ça. Et actuellement, on a même des formules optiques différentes qui sont produites. On a des Gregory, un Dark Ilcam qui est en fabrication et un casse-grain. Donc on ne fait pas que du Newton. On ne fait pas que du Newton. Il y a eu quand même quelques grands noms parmi les amateurs qui sont passés à la SAF ces dernières années. On peut en spoiler quelques-uns? On va commencer avec Texero, qui était président de la commission, qui a écrit le livre. Texero, exactement, une référence. On a Jean-Marc Leclerc qui est passé, on a Franck Grière qui est passé, et on a Pierre Strock qui est passé aussi. Donc c'est quelques noms parmi d'autres. Voilà, à la commission des instruments, et puis aussi du travail et du partage d'expérience. On se connaît, Laurent, sur les structures de télescope, concevoir un barillet, concevoir une structure adaptée au miroir qu'on a réalisé, parce qu'un miroir qui serait de mauvaise qualité, au contraire, un miroir qui serait très bon, mais dans une structure qui ne nous permet pas d'en tirer la quintessence, c'est un peu dommage d'avoir un miroir qui soit mauvais. C'est comme avoir un mauvais miroir. Voilà. Donc un bon miroir, tout miroir mérite un bon barillet, une belle structure. Mais en plus, si le miroir est bon et qu'on lui donne une belle structure, là on peut exploiter tout à fait sa quintessence complète. Et on peut y aller franchement en termes de grossissement, en termes de suivi, de tout ce qu'on veut. On obtient ce dont on est capable de faire. Alors la commission se réunit quand pour pouvoir avancer sur le miroir? Parce qu'il faut quand même du temps pour travailler sur un miroir. Non, on se réunit tous les mardis soirs pendant 4 heures et tous les samedis après-midi pendant 4 heures. L'atelier d'optique est ouvert et actuellement le plus rapide entre guillemets est à 35 semaines. Il ne venait qu'une fois par semaine. Donc en ne venant qu'une seule semaine, 35 séances. 35 séances de 4 heures. Il a fait un 250 ouvert à 5 pour construire un stroke. Bravo. Ok, la SAF édite et finalement est disponible dans tous les kiosques en France. Et oui, grâce au magazine L'Astronomie. Alors le magazine L'Astronomie, il a une particularité, c'est un mensuel. Il parle d'astronomie et puis des sciences de l'univers, des sciences de la Terre aussi. Mais la particularité, c'est qu'il est écrit par des astronomes, essentiellement des astronomes professionnels de l'Observatoire de Paris ou d'autres observatoires dans le monde, et également par des astronomes amateurs pour les parties observation des amateurs. Et finalement, c'est vraiment un magazine extraordinaire parce que chacun met son cœur, le cœur de sa connaissance. Les professionnels expliquent à nos lecteurs comment fonctionne l'astrophysique.
dans les différents domaines. Et puis les astronomes amateurs montrent les images qu'ils réalisent. Et puis ils expliquent également les résultats scientifiques qu'ils peuvent arriver à obtenir. Alors on a un numéro spécial qu'on sort chaque année. Alors qui dit SAF dit coordination entre les amateurs et les professionnels. C'est fait en coordination avec l'IMCCE. Il y a du lourd. Hein. Qui est le laboratoire spécialisé dans les calculs d'éphémérides et de mécanisme céleste. Donc en coédition, SAF et IMCCE, on édite les éphémérides annuelles des principaux phénomènes astronomiques qui sont à la portée des amateurs. Alors il y a à la fois des éphémérides liées aux objets du système solaire, donc le Soleil, la Lune, les éclipses, et puis il y a également, je dirais, des informations essentielles pour les études pro-am, les études pro-amateurs que les amateurs peuvent faire pour le compte des professionnels. Comme par exemple transits, par exemple, des choses comme ça. Ouais. Des transits de planètes par la Lune, des transits d'astéroïdes qui vont donc masquer des étoiles. Des lunes de nos planètes du système solaire devant des étoiles, etc. Ouais. Devant des étoiles, etc. Des occultations d'étoiles doubles par la Lune qui donnent des enseignements extrêmement riches sur des binaires extrêmement serrés. Et puis on a également des événements sur les étoiles filantes, sur les comètes, sur les grands événements pour lesquels il faut avoir une précision temporelle, parce que qui dit éphéméride dit phénomène court, pour lesquels il faut savoir exactement à quel jour et à quelle heure il faut les observer. Merci à tous les quatre et longue vie à la SAF. Merci beaucoup. Comme lors de l'édition précédente, le magasin Sahara Naidzak était présent. C'est un importateur en fait de météorites, principalement depuis l'Afrique du Nord, qui vous propose donc différentes pierres, différentes météorites de différentes provenances. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la géologie et en particulier les pierres venues de l'espace. Alors nous sommes maintenant sur le stand de Seven. Seven, on les a découverts ensemble sur la chaîne Astro il y a quelques mois de ça, avec un télescope quand même assez radicalement différent. Ouais. Paul, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très différent. Où vous en êtes sur le projet? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses. C'est de parler plus fort. Il s'est passé beaucoup de choses parce qu'on en est sur le projet. On a aujourd'hui une ingénierie aboutie. Tu te souviens, il y a un an, on présentait un démonstrateur avec des matériaux non définitifs, avec des critères physiques non définitifs. Et depuis, on a continué de travailler et on a résolu ces aspects de rigidité, de friction. On en avait parlé effectivement, des problèmes de rigidité. Là, je vois qu'on a un truc qui est beaucoup plus costaud, avec toute la barre télescopique qui est différente. Voilà. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Écoute, depuis ce matin, on est capable de commercialiser, premièrement, avec une livraison pour la fin du premier semestre. Du premier semestre, ok, donc voilà. Fin juin. Ouais. Dans la configuration, alors là, on présente vraiment la pièce brute d'ingénierie, brute d'usine. Il faut l'imaginer avec quelques pièces d'accastillage, noir anodisé comme on le voit derrière. C'est effectivement joli, en noir mat comme ça. Ouais, c'est plus sympa quand même. Ouais, et ça réfléchit un peu moins la lumière. Fortement logiquement. Là, on voit qu'on a justement une protection contre les lumières parasites, par exemple. Voilà, ça fait partie du truc. Et le projet en est là aujourd'hui. Donc là, du coup, maintenant, vous proposez quel diamètre, quelle configuration? 150, 200, 250 mm. Ok. Et on va de 750 mm à 1250 mm de focale. Ouais. Et donc en gros, sur le catalogue d'optique que l'on propose sur le site, en 150, on a du 150 focale 5, 6, 8, du 200 focale 4, 5, 6 et du 250 focale 4 et 5. Alors les miroirs que vous proposez, ce sont des miroirs type GSO Kepler? Type GSO Kepler, bientôt Orion Optics aussi sur la boutique. Puis on continue de discuter au fur et à mesure avec d'autres opticiens de façon à pouvoir les intégrer en catalogue. Le but étant que le client choisisse son grade de qualité, son opticien. Ok, donc là la structure que l'on voit, j'ai vu une photo avec des tubes en plus. Oui, les tubes sont derrière toi.
Ouais, on va en prendre un, mais alors le tube n'a aucun intérêt structurel. Le tube sert juste à porter la jupe d'occultation. D'accord. En gros, le tube, tu viens le mettre dans le logement. Ce sont des tubes en carbone pulvérisé. D'accord. C'est pas pour la résistance mécanique, Zéro. c'est vraiment pour maintenir la jupe pour éviter qu'elle se ferme dessus. C'est ça, donc tu viens mettre les tubes autour et là. Ok. Et voilà, ici il y a la jupe qui vient ensuite se mettre par-dessus. D'accord, donc ça se fixe. On n'a même pas essayé, hein, vraiment, on est dans les faits. Il y a un petit ressort dedans, c'est ça? Non, il y a un petit... Oui, dans la barre, ouais, tout à fait. Dans la barre. Peut-être un petit... voilà. D'accord, ok. Ça donne l'idée. Puis après, on peut faire tout le tour comme ça. Et après, on peut faire tout le et tour. après, on met la jupe. Ouais. Donc, au final, aujourd'hui, quelles sont les gammes de prix finalement sur lesquelles vous allez proposer justement les différentes configurations? Donc en 150, en 200, en 250. Alors, nu d'optique, Ouais, c'est-à-dire nu d'optique. plan télescopique, module primaire, secondaire, on est situé TTC entre 2000 et 2600 euros. 2000 et 2600 euros. Voilà, Ok. en fonction du diamètre. En fonction du diamètre. Ok. Là-dessus, du coup, ça c'est conçu en aluminium, etc. Vous n'avez pas fait encore des tests en solaire, etc., de voir comment ça gérait les échauffements? Ça pourrait être intéressant. C'est prévu parce que voilà, ce matin encore, on a été rapproché par des gens qui font beaucoup de solaire et qui sont très intéressés par l'aluminium et par qui une veulent structure voir, ouverte, etc. Ouais. Après, sur le tarif, on peut juste un tout petit peu détailler parce que c'est pas que ça. Donc il y a le plan télescopique, les deux modules. Il y a la jupe d'occultation avec la structure par-dessus, la bagagerie qui va avec, et puis côté accessoires, porte oculaire hélicoïdale, oculaire, chercheur. Chercheur, ouais, ok. On a révisé aussi la façon dont on conduit le projet. Et aujourd'hui, le télescope que quelqu'un commanderait aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, ça sera un télescope qu'on va fabriquer aussi pour la personne. C'est une fabrication spécifique. Je vais dire une fabrication artisanale au sens finalement... Oui, il y a quand même pas mal de travail d'assemblage, etc. Et puis en fait, ça va être une production... oui, un peu en flux tendu par rapport à la demande. Quoi. Exactement. Bah, ça sera le télescope de l'astronome qui l'a commandé en fait. D'accord. À 95% en aluminium, un peu de carbone ici pour le poids globalement, on est... Là, 13 kg le 250 complet. 13 kg pour le 250. Avec les miroirs, ouais. Ok. Bon bah merci beaucoup. Le lien, on vous le met dans la description. Bah, merci Christophe. Et puis bah, là, on va voir ce que ça va donner un petit peu, les prochains tests, etc. Je pense qu'il y en aura un au RAP l'année prochaine. Ouais, RAP l'année prochaine. Et puis, il va y avoir des tests entre-temps. Voilà. Ça marche. Garde le contact. Allez, merci beaucoup. Merci. Chaillac Instruments était présent à ces rencontres Ciel et Espace. Chaillac, c'est une entreprise française spécialisée notamment dans la spectro. Donc avec une collaboration sur le Solex, avec le kit de lentilles pour le Solex, mais également une collaboration pour forcément le Sunscan, qui est le petit frère du Solex, la version beaucoup plus automatisée et autonome, qui repose sur les mêmes éléments optiques notamment ou en partie. Donc Chaillac est une entreprise qui fabrique également des spectros de type professionnel et qui collabore aussi avec l'Observatoire des Baronnies provençales pour des formations à la spectro. Et puis là, bah, par exemple, on a une lunette tout équipée pour justement faire des études ici. Alors la spectro, ça peut faire peur parce qu'il y a quand même beaucoup de petits matériels et tout ça dont on n'a pas l'habitude. Et là, ici, vous avez des éléments conçus et fabriqués par Chaillac. Mais vous avez une conférence qui avait été donnée par Olivier Garde, qui pourra vous donner un peu une idée de l'intérêt de la spectrophotographie et donc de l'analyse de la lumière par spectrophotographie. Sunscan, donc le dernier bébé de l'équipe de Christian Bull et de tous les copains. Il s'agit donc d'un Solex, mais automatisé avec un Raspberry à l'intérieur, avec directement tout l'instrument. Et le Solex est intégré dans cet instrument, ce qui le rend totalement autonome. On a juste à faire un pointage un peu du soleil et puis ensuite de laisser défiler le soleil et tout sera traité ensuite derrière par une application smartphone. Ok, alors nous sommes maintenant au stand de Unistellar, société française, avec Laurent, un des cofondateurs de l'entreprise. Unistellar, vous existez depuis combien de temps ?
On a été fondé en juin 2015, donc ça remonte. Ça va bientôt faire 10 ans. 10 ans, ouais. Ok, vous étiez avec notamment 2 instruments phares actuellement sur votre gamme. Exactement. Alors la gamme Expert avec l'Iviscope et l'Equinox et la gamme Odyssey. Ok, donc le Equinox c'est un 115 je crois. Voilà, c'est ça. Donc Equinox sans oculaire, Iviscope avec oculaire. Ok. Et là, le petit dernier, alors Odyssey. Voilà. Là, c'est quel diamètre? C'est 85 mm. Ok. Pareil, décliné en 2 gammes, avec et sans oculaire. L'oculaire est très utile pour ce qu'on appelle l'astronomie sociale. C'est-à-dire, on a un barbecue chez soi, on veut montrer à ses amis. Il y a un véritable avantage avec l'oculaire qui apporte un côté très émotionnel, très immersif. Il y a vraiment des effets waouh. On rentre dans le télescope, voilà, et avec les couleurs. Une petite question, avec ce genre d'instrument, on peut vouloir quand même commencer à toucher un tout petit peu l'astrophoto. Oui. On a possibilité de récupérer toutes les brutes? Oui, tout à fait. On a inauguré cette année, en début d'année, la capacité de télécharger directement en Wi-Fi. Le télescope devient un point Wi-Fi, on se connecte avec son PC ordi, là, cette fois, et on télécharge tout en 2 minutes. Ok, une autre petite question, est-ce qu'on peut le mettre sur un wedge équatorial pour allonger les pauses ou pas encore? Moi, je ne l'ai jamais fait et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent chez nous. Alors ça se fait sur le Seastar et c'est pour ça que je pose la question. D'accord, je ne sais pas, non, on n'a jamais trop fait. À considérer, quel est le poids là, de celui-là? Donc l'ensemble complet, c'est vraiment très léger. Hein. On est vraiment sur un setup ultra transportable. Là, on est avec le trépied, on est à moins de 7 kg. Sans le trépied, non, on est à un peu plus de 6 kg. Et sans le trépied, on est à 4 kg sur le télescope. Donc, ok, ça c'est les produits effectivement que vous présentez. Vous avez un produit qui va venir progressivement sur lequel vous êtes en train de travailler, des jumelles connectées. Ouais, c'est des jumelles intelligentes en réalité augmentée qui ont la capacité en fait d'afficher dans votre champ de vision des informations contextuelles. Donc c'est utile de nuit, vous allez pouvoir afficher la carte du ciel en même temps que vous êtes en train d'observer le ciel et demander aux jumelles de vous guider vers la comète dont vous avez entendu parler à la radio par exemple. Ouais. Et puis de jour, ça va aussi vous afficher des informations contextuelles, que ce soit chemins de randonnée qui vont s'afficher dans votre champ de vision en superposition de ce que vous êtes en train de voir. Ah, d'accord. Ou refuge, sommet montagneux, etc. Donc, notamment par exemple de nuit, en fait ça va utiliser des capteurs inertiels et tout ça dans la paire de jumelles. Exactement. Et en fait il y a un petit verre pour pouvoir projeter un écran comme ça en plus d'une vue optique. C'est exactement ça le principe, ouais. Vous avez une idée un petit peu d'où vous en êtes sur ce projet-là? Vous aviez fait un crowdfunding? Livraison dans 1 an à peu près. Livraison dans 1 an? Ouais. Ok, c'est un projet effectivement un peu disruptif dans le sens où c'est pas quelque chose qui s'est fait encore jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est vrai. Donc un saut dans l'inconnu, on vous souhaite une réussite. Super, merci beaucoup. Voilà, on est en train de se faire pousser vers la porte. Donc merci beaucoup pour cette petite interview, on est sur la fin pour moi. Avec plaisir. Voilà, donc avec les 2 instruments en 2 versions à chaque fois. On peut vous trouver à peu près dans tous les magasins d'astronomie en France, les sites internet notre site aussi en ligne et votre site est aussi en direct. Unestellar.com, ouais. Tout à fait. On va tout mettre dans la description. Merci beaucoup. Merci et bonne beaucoup continuation à vous. Ok, alors nous sommes maintenant sur le stand de Univers Astro avec quelqu'un que vous connaissez, Guillaume Lemolic. Enchanté, c'est la première fois qu'on se rencontre. En vrai, oui. En vrai, oui. On va pas mal discuter ensemble et tout ça, mais en vrai, oui. C'est ça. Bon, je vois que tu arrives à un sacré palier là dans l'aventure de ton magasin Univers Astro. Les RCE, c'est le plus beau des paliers pour l'instant. C'est la continuité de ce que j'ai lancé depuis maintenant 4 ans, ça passe vite. Avec plein de nouvelles choses du coup que j'ai pu importer en France et que je vois qui se lancent un petit peu partout. Donc je suis assez content de cette évolution, c'est cool. Alors effectivement, ce que je peux constater, c'est que notamment ton domaine de prédilection, c'est les lunettes apochromatiques pour l'astrophotographie. C'est ça, moi je suis plutôt spécialisé dans l'astrophotographie, de toute façon ça se voit dans mes vidéos, je fais que ça. Même, je veux dire, en termes de vente, les gens ils viennent chercher chez moi parce qu'ils font de l'astrophotographie. C'est ça qu'ils recherchent et ils savent que je suis de bon conseil. Donc tous mes produits de toute façon souvent sont très orientés là-dessus. En visuel, il n'y aura pas forcément grand-chose, mais il y a ce qu'ils font en astrophotographie. Donc l'aventure Univers Astro, tu as lancé ça il y a combien? 3 ans, 4 ans? Alors j'ai lancé ça en 2020. C'était l'ouverture du magasin a eu lieu en 2020. D'ailleurs j'ai fait un live YouTube. Ouais. Donc ça fait 4 ans. Voilà, le temps passe vite. Et puis ça n'a fait qu'évoluer avec le temps, avec plein de choses que j'avais déjà expliqué. Mais ouais,
C'est vraiment... Et donc en fait là-dessus, tu es devenu, avec la force des choses, importateur exclusif pour certaines marques. C'est ça, à vrai dire, la marque principale que je vends, ça va être la marque de caméra Player One. Donc Player One, c'est une marque qui est très jeune par rapport à ZWO, qui recherchait justement à se faire des parts du marché, et qui m'ont contacté en finale très peu de temps après l'ouverture du magasin. Moi je dis souvent, c'est le nom qui fait un peu tout. Et du coup, l'univers Astro ressortait. Bonjour. Et cette marque Player One a fini donc par me contacter par rapport au fait que nouveau magasin et par rapport au commercial forcément. Et je ne connaissais pas. Oui. Moi, j'aime pas vendre ce que je connais pas, j'aime pas proposer ce que je connais pas. Donc le but a été d'essayer d'avoir le produit, ce qu'ils n'ont pas du tout rechigné à faire, parce que forcément ils essayaient d'avoir des nouveaux revendeurs en France. Et donc ils m'ont envoyé un produit, c'est comme ça que ça a commencé. Et le produit est exceptionnel. Donc j'ai pu tester et puis j'ai même pas hésité une seule seconde à aller vers cette marque qui finalement a été peu connue et sur laquelle j'ai reposé beaucoup de choses et qui finalement se développe partout en France. J'ai remarqué notamment une chose intéressante, c'est que en fait le système de tilt, tu peux y accéder avec la caméra montée. Exactement. Et ça a été quelque chose qui est une excellente idée et c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Oui. C'est complètement absurde alors que c'est tellement facile à mettre en place sur des caméras rondes. Quand tu veux commencer à faire le réglage de tilt, c'est un tel enfer que oui, effectivement. Ouais, non. Donc ça c'était une excellente idée. Sur les capteurs, sur les caméras planétaires, on va retrouver des petites vis aussi qui nous permettent de faire du solaire pour éviter les anneaux de Newton. On peut directement tilter tu peux aussi tilter à la caméra, c'est intégré. Et on va avoir aussi un produit pas mal pour un tilter express là, où plutôt que de se taper à visser là en deux coups, c'est tilter un petit peu. Après j'ai été étonné parce que j'ai testé récemment une 533 mono derrière le Quark et j'avais 0 anneau de Newton. Ah oui. Alors qu'avec 1600 j'en ai des tonnes. Ouais, après ça dépend peut-être des capteurs, je sais pas, bonne question. Il y a plein de choses des fois qu'on ne sait pas. Hein. Le jour où moi j'ai une commande pour Player One, c'est qu'il me fasse une caméra solaire avec des gros photosites, un peu comme la 174, mais plus grande en résolution. Parce que si tu veux faire une vidéo 4K, une vidéo Full HD, il faut que tu aies quand même de la marge parce que tu as toujours des petits bouchées. Pour couper, pour les bouger. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, après ils aiment beaucoup le solaire, j'ai l'impression. Moi je suis pas particulièrement pas amateur, mais je connais pas le solaire, donc c'est pas quelque chose que je peux tellement conseiller. Mais ils ont sorti des belles caméras solaires. Il y a des tutoriels sur une chaîne YouTube qui s'appelle La Chaîne Astro, si tu veux. C'est ça, je pourrais peut-être me renseigner. C'est une super belle aventure. Donc tu as Player One, c'est ça. Mais tu n'as pas que Player One, tu as Askar. J'ai Askar, alors Askar ça s'est fait aussi... Alors je vendais déjà Player One, Askar. c'est quel pays? C'est quelle nationalité? C'est chinois. Les deux c'est Chine. Ok, Askar c'est chinois également. C'est chinois également. Sachant que Askar, les lunettes ont été rebadgées par Zuo, c'est ça? Oui. Alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire Askar c'est le fabricant originel. Ouais. Et c'est d'ailleurs eux qui fabriquent les optiques aussi pour Telescope Service, pour beaucoup de leurs lunettes. Ok. Et Askar, je le vendais à la base par Telescope Service, c'était un importateur de Askar. J'avais beaucoup de demandes sur Askar. Et puis derrière ça, je me suis dit au bout d'un moment, je ferais bien peut-être de passer directement par la marque. Il n'y a aucun magasin français qui la vendait en direct. Ouais. Donc finalement, j'ai été aussi le premier. Alors Optic Interlinden, genre ça s'est passé en espace de 1 mois ou deux, mais comme on voit sur le stand, ils n'en ont pas. Ils ont déjà les badgeages ZWO, eux. Ouais. Mais donc ils font pas doublon, je pense. Hein. Oui, Mais du coup, voilà, l'Univers Astro a été du coup le premier magasin officiel à vendre la marque Askar en France. Donc il y a officiellement. les Fra Series et les PHQ Series qui sont peut-être un peu moins connus. Qu'est-ce que tu peux Alors nous là, dire on comme a différence, il y a plein de nouvelles gammes. Donc on a la classique Fra, c'est des gammes corrigées type Petzval, ouvert à f5.6. Après, on va voir la même chose mais en f7. Après, on va voir la gamme, alors on ne verra pas bien là, mais la gamme APO qui est une gamme classique triplette APO, voilà, qui n'est pas corrigée, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et après, derrière, il faut prendre un correcteur de champ. Après, il faut prendre le correcteur de champ ou le réducteur. Et derrière ça, on va voir la toute nouvelle gamme qui vient de sortir, alors celle-là, elle est sortie ce mois-ci. Et ils en sortent donc une 106 qui va aller directement en face de la FSQ 106. Parce qu'avec des spots diagrammes exceptionnels, avec un rapport FD à f4.8. Donc ça va être le haut de gamme. Donc on va avoir la gamme Fra f5.6, la gamme PHQ f7 et la gamme SQA qui va être autour de f4, f4.5. D'accord. Et tout ça corrigé.
Et par rapport à les séries 61, 76, 94 de DPH, alors je vais donc là de chez Sharpstar. Hein. Alors c'est la même boutique. C'est la même boutique. C'est Sharpstar à la base, mais je pense qu'ils passent tous chez Aska. Ouais. Et je vais te décevoir, ils arrêtent la 94, ils arrêtent la 76, et il y a encore que la 61 qui survit. Ah, je l'aime bien ma petite 61, ouais. Mais d'accord. Et je pense que justement ils déplacent tout vers les triplettes APO, la gamme APO classique. Ouais, mais qui sont à F combien celles-là? Ils sont à F7, mais on va avoir des correcteurs 0,6, des correcteurs 0,8, des correcteurs 1, des réducteurs. Et celle-là par contre? Celle-là, il n'y a pas de correcteur, c'est intégré dedans. Mais par contre, elle est beaucoup plus petite. Enfin, pardon, elle a un rapport FD qui est similaire aux EDPH. Ouais, on est autour de, oui, c'est 4,8, le DPH c'est 4,4. Mais à diamètre égal, c'est plus haut de gamme, donc ça va être plus cher. C'est beaucoup plus cher, oui. Ouais. Celle-là, pour pas vous mentir, la 85 mm, on est sur 2700 €. D'accord. Voilà. Et la 106, j'ai pas en tête, mais c'est clairement pour concurrencer Takashi. Oui, logique. Pour la 106, ça va être intéressant. Effectivement, une nouvelle marque, des nouvelles propositions de matériel, de l'innovation finalement un peu. C'est ça. C'est tout reconçu par ordinateur, donc c'est intéressant. Mais limite, ça va trop vite parce que ça sort. En tant que magasin, c'est un. Il va falloir truc à acheter tout le temps. Il y a plus à acheter qu'à vendre des fois. Ouais. Mais voilà, il y a des bonnes choses. Belle aventure qui. D'accord. Et donc la 61, ça me fait chier là qu'ils arrêtent la 61, la 76 et la 94. La 61 pas encore, mais je pense que ça va être la prochaine parce que là ils ont été les plus grosses. Donc les 94, c'est maintenant qu'il faut les acheter, sinon il n'y en aura plus. Ok. 94, il y en a déjà plus en vente, sauf s'il y en a qui sont en stock chez quelqu'un. Ou après des occasions. Ok. Voilà, t'as d'autres marques aussi? D'autres marques, oui, je vais avoir les montures. Alors ça, j'ai l'exclusivité aussi française. Les montures JTW, c'est des montures qui viennent de Pays-Bas. D'accord. Un constructeur des Pays-Bas qui fait des grosses montures plutôt typées observatoire. Donc là, la JTW, elle porte 75 kg. C'est des montures. Donc c'est encore plus gros que le Q8. Ouais, c'est ça. Et c'est une motorisation à friction. C'est fini les engrenages dans ce type de monture. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Il y a des encodeurs absolus là-dedans? Pas ceux-là, non. Non, pas celle-là, parce que le guidage est tellement smooth là qu'en fait, c'est pas particulièrement besoin. D'accord. Donc voilà. Et franchement, on a des RMS à 0,3, 0,5 sous un bon ciel facile. Et contrairement à d'autres montures, on va taper des temps de pause de 4-6 secondes, parce que si on fait des temps de pause trop courts, justement, c'est là que ça va être moins bon. Tu veux dire pour le guidage? Pour le guidage, oui. D'accord. Et après, on est à friction, donc il y a le désavantage, c'est surtout qu'il faut un équilibrage parfait. Il faut que l'équilibrage soit parfait. Ouais. Parce que du coup, ça peut glisser. Et si on tape dedans en passant à côté, ça glisse. Bon, là, il y a les freins, par exemple, celle-là. D'accord. Ça risque pas, mais fais attention. Bon, bah écoute, belle aventure. Voilà. On te souhaite de continuer. Voilà, on va continuer sur notre lancée, et puis on va voir où c'est que ça nous mène, tout ça. Voilà, et puis là, tu as un petit setup perso qui va bientôt partir. Alors, ça, c'est le setup perso qui va partir en Espagne. Je trouvais ça intéressant de le présenter parce qu'on a un système qui est complet. Il est tout complet là. Et il est tout complet, prêt à être utilisé en remote. Et tu es en caméra mono, c'est ça? C'est monochrome, c'est une Zeus full frame avec des filtres Antilia 3 nano. Et tu as mis un rotateur de champ, etc. Donc tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Voilà. Là, c'est. Okay. Puis il y a une chose qui est importante qu'on ne pense pas forcément, c'est qu'il faut pouvoir déconnecter indépendamment l'électricité, les USB. Et tout ça, c'est vraiment important au cas où il y a un problème de pouvoir les resetter. Ah oui, donc, pour ça, on a tout tu prêches un convaincu, j'ai le même problème dans l'observatoire. Voilà, c'est ça. Nous, on a une exactement, bah oui, tu connais, on a fait tout le machin. C'est ça. Ah, très intéressant tout ça. Et au niveau des montures, tu as quelle marque? Donc tu as JTW en exclusivité, effectivement, et après? Et donc Nix, et là j'ai une super truc que tu as peut-être vu. Alors ça, c'est une nouvelle chose qui vient d'arriver ce mois-ci, genre même dans les 10 jours que du coup maintenant je suis importateur aussi officiel donc c'est la marque MCAN. Donc cette monture-là, c'est une monture harmonite qui se veut vraiment en phase ZWO. Donc elle fait altitude azimut là apparemment? Ouais, alors on a clairement l'équatorial classique, ça porte 15 kg sans contrepoids et 20 kg avec contrepoids. On a donc le mode équatorial, on a le mode alt-azimutal classique qu'on va retrouver sur tous les autres, c'est-à-dire avec le tube sur le côté. Ouais. Voilà. Et ils ont inventé, parce que je crois que j'ai pas vu ça nulle part ailleurs, une platine qui nous permet d'utiliser le mode alt-azimutal sur le dessus. Et l'intérêt de ça, parce que là j'ai mis une lunette parce que j'avais pas autre chose, c'est de mettre des binoculaires. Le fait d'avoir le binoculaire, c'est on va pouvoir observer comme ça et pas comme ça sur ce type de monture, parce qu'à la base c'est pas trop fait pour. C'est astucieux. Très astucieux.
Alors on est sur une monture, bon là les prix, là 2599, on est à peu près même similaire prix que la ZWA M5. à de la M5. Hein. Voilà. À savoir que c'est une option, hein, donc j'ai pas le prix, mais je crois que oui, d'accord, il y a une platine supplémentaire en fait. C'est une platine supplémentaire. Il faut avoir son utilité, mais pour les binoculaires, c'est formidable. Cette monture, parce qu'il y a toujours cette question de la compatibilité avec... Elle est compatible Asia. Elle est compatible Asia. Non, elle utilise des motorisations on-step qui est très connu. Ouais, d'accord, donc elle est en driver on-step. Elle est en driver on-step. Voilà. Okay. Donc c'est automatiquement compatible. Bah écoute, bravo, hein. Voilà. Une belle Ascar 107. C'est ça, la 107 PHQ celle-là. Et puis j'avais voulu en présenter d'autres, mais je me suis retrouvé par manque de place à... Celle-là est F7, avec un ERF devant et un quark derrière, ça peut dépoter. Oui, oui. Solaire peut-être bien, ouais. Comme je te dis, je ne suis pas spécialiste. La prochaine fois, on essaiera ensemble. Oui. Voilà, merci beaucoup Guillaume. Ouais, je t'en prie, donc, merci d'être Univers passé. Astro, vous connaissez, mais le lien dans la description. Voilà. Valis, marque française, une des toutes premières à s'être lancée dans le télescope connecté, était présente avec 2 modèles, le Vespera 2 et Vespera Pro, et ici même une édition limitée. On apprend que le Stellina, premier modèle qu'ils avaient sorti, ne sera plus produit, et par contre on pouvait voir l'intérieur d'un de ces Stellina et voir vraiment la qualité de la mécanique, donc on n'est pas du tout sur du tout plastique comme chez ZWE. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de pouvoir faire une interview, mais ce n'est que partie remise.